Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer l'équilibre incroyablement fragile de notre corps. On va voir comment tout peut basculer, d'une dégradation lente, presque invisible, à une crise brutale où chaque seconde est décisive. Voilà la question qui va nous guider. Comment notre organisme, cette machine si bien huilée, peut soudainement dérailler? Et surtout, comment la médecine intervient-elle, que ce soit dans le temps long de la maladie chronique ou dans l'urgence absolue de la crise? Pour commencer, parlons de nos fondations, le squelette. On a tendance à l'imaginer comme quelque chose de fixe, de statique. En réalité, c'est un chantier permanent, un cycle de construction et de démolition qui ne s'arrête jamais. On se trompe complètement si on pense que nos os sont une charpente inerte. C'est tout le contraire, l'os est un tissu vivant, super dynamique. Bien sûr, il nous soutient, mais il fait bien plus que ça. Il protège nos organes, il nous permet de bouger, et il sert même de grande réserve de calcium pour tout le reste de notre corps. Et ce dynamisme, il repose sur un équilibre hyper délicat. C'est un peu comme une équipe de construction. D'un côté, il y a les ostéoblastes, les bâtisseurs qui fabriquent du nouvel os. De l'autre, les ostéoclastes, les démolisseurs qui nettoient l'ancien. Tant que tout ce petit monde travaille en harmonie, notre squelette reste costaud. Mais si la balance penche, c'est là que des maladies comme l'ostéoporose peuvent s'installer. Et cette espèce de bataille, on la retrouve aussi ailleurs, par exemple dans nos articulations. Il faut s'imaginer des messagers chimiques, les cytokines, qui jouent le rôle de chefs de chantier. Certains donnent l'ordre de construire et de réparer le cartilage, mais d'autres ordonnent sa démolition. Dans une maladie comme l'arthrose, les ordres de démolition prennent le dessus, et l'articulation commence à se dégrader. Après avoir vu l'effondrement silencieux de notre structure, on va s'attaquer à un système encore bien plus complexe, notre esprit. Parce que là aussi, une dégradation lente, invisible au début, peut avoir des conséquences absolument terribles. Un des symptômes les plus troublants, c'est l'agnosie. Imaginez une seconde, voir un objet aussi banal qu'une clé, mais être totalement incapable de dire ce que c'est ou à quoi ça sert. La connexion entre la vision et la connaissance est tout simplement rompue. C'est un des signes tragiques de maladies comme Alzheimer. Et parfois, ça va encore plus loin avec un phénomène encore plus dramatique, l'anosognosie. Là, la personne est scientifiquement incapable de réaliser qu'elle est malade. Ce n'est pas du déni, attention, c'est une vraie défaillance du cerveau qui l'empêche de prendre conscience de ses propres troubles. Pour diagnostiquer ces maladies, les médecins se transforment en véritables enquêteurs. C'est un processus méticuleux. On commence par des prises de sang pour éliminer d'autres pistes, puis on passe à l'imagerie du cerveau, on mesure son activité électrique, et parfois on va même jusqu'à chercher des indices, les fameux biomarqueurs, dans le liquide céphalorachidien pour enfin mettre un nom sur cet ennemi invisible. Allez, on change complètement de rythme. Fini la dégradation lente et chronique, on plonge maintenant dans la crise aiguë. Cet instant où tout bascule, où la vie ne tient plus qu'à un fil et où chaque seconde est cruciale. Dans le cas d'un accident grave, la priorité absolue, c'est souvent d'arrêter l'hémorragie. Une fracture du bassin, par exemple, ça peut déchirer de gros vaisseaux et provoquer une hémorragie interne massive. La ceinture pelvienne, elle, agit comme un étau. Elle vient resserrer le bassin pour réduire l'espace où le sang peut s'accumuler et pour stabiliser la victime. Et ce qui est vraiment fascinant en médecine d'urgence, c'est l'ingéniosité. Quand on n'a pas le matériel spécialisé sous la main, un simple drap bien noué peut faire office de ceinture pelvienne de fortune. C'est un geste qui paraît simple, mais qui peut littéralement sauver une vie. Il existe aussi du matériel plus avancé, comme le pantalon anti-choc. Le principe est assez similaire. Il applique une pression sur les jambes et l'abdomen, ce qui force le sang à remonter vers les organes vitaux, le cœur, les poumons, le cerveau, le temps de transporter le patient à l'hôpital. Mais l'intervention sur le terrain, ce n'est que la première étape. Une fois à l'hôpital, une autre bataille commence. Une bataille interne, où la science des fluides et des chiffres prend le relais pour combattre le choc hémorragique. Ces chiffres, ils ont tout changé. Ils viennent à l'origine de la médecine militaire. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que transfuser uniquement des globules rouges, ça ne suffit pas. Le sang, c'est bien plus complexe. En donnant du plasma et des globules rouges dans des proportions équilibrées, on fait chuter la mortalité de façon spectaculaire. On passe de 65% à moins de 20%. C'est une prise de conscience qui a complètement révolutionné la médecine d'urgence. Et l'objectif de cette transfusion, il est très précis. Il faut rétablir la capacité du sang à transporter l'oxygène. Pour la plupart des patients, la cible se situe entre 7 et 9 grammes par décilitre d'hémoglobine. C'est le niveau jugé suffisant pour bien oxygéner tous les tissus sans pour autant surcharger l'organisme. Ok, la crise est passée, le patient est stabilisé. Mais que se passe-t-il quand un système vital, par exemple les reins, a été trop endommagé et ne peut plus faire son travail? C'est là que la technologie de pointe prend le relais pour filtrer et nettoyer le sang à la place du corps.
Regardez ça de plus près, c'est assez bluffant. On n'y pense pas, mais l'ingénierie derrière un simple cathéter de dialyse est incroyable. La forme des orifices, leur position, tout est calculé pour créer des flux parfaitement séparés, un qui aspire le sang sale et un autre qui réinjecte le sang propre. Le but, permettre un débit énorme jusqu'à 1 demi-litre par minute, sans créer de turbulences qui pourraient abîmer les cellules sanguines. C'est de la haute précision. Et pour brancher le patient à cette machine, ce rein artificiel, c'est un protocole ultra rigoureux qui se met en place. Chaque étape est cruciale, de la vérification du cathéter à l'aspiration du petit bouchon d'anticoagulant, puis au rinçage. C'est une procédure où rien n'est laissé au hasard pour que la connexion soit parfaitement sûre et efficace. En portant de la simple cellule osseuse pour finir dans le feu de l'action des urgences, on a vu que la vie, c'est finalement une lutte permanente pour maintenir un équilibre. La médecine moderne nous offre des outils toujours plus puissants pour intervenir dans cette lutte. Alors la question qui reste posée, c'est jusqu'où pourra-t-on et jusqu'où devra-t-on repousser les frontières de notre propre biologie ? Merci de nous avoir suivis.